Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extraterrien dédié à la nutrition sportive. Chaque mois, on revient avec Marie, ma nutritionniste préférée, sur un sujet, une problématique que vous rencontrez et dont vous nous avez parlé sur les réseaux. N'hésitez pas d'ailleurs à nous les envoyer directement sur Instagram ou en commentaire des épisodes sur YouTube ou sur Spotify. Le but, c'est de vous apporter un maximum de conseils, de vous aider à progresser et surtout d'être dans le concret et de le lier aussi avec la science, la théorie, pour tout simplement vous permettre de vous améliorer dans votre pratique sportive en passant par la nutrition. Comme je vous le disais, je suis accompagné de Marie, ma nutritionniste préférée. Salut Marie. Salut Bart, ça va? Ouais, ça va super. Et toi? Super, merci. Bon, on va aborder les dernières tendances nutrition, comment voir un peu le vrai du faux. On va débunker certains mythes, on va essayer de creuser, de prendre le temps sur des sujets que des fois on voit en instantané sur les réseaux sociaux en scrollant avec des vérités qui sont un petit peu raccourcies. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Mais juste avant, on a beaucoup de nouvelles auditrices, beaucoup de nouveaux auditeurs sur Extraterrien qui ne te connaissent pas nécessairement encore. Donc est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît, pour introduire cet épisode? Bien sûr. Donc, je m'appelle Marie Chavanne, je suis nutritionniste experte en nutrition sportive et responsable de la nutrition chez NutriPure, où j'accompagne donc plein de sportifs à atteindre leurs objectifs, mais aussi leur plein potentiel, sans sacrifier la santé physique ou mentale. Et voilà, donc on a beaucoup de sportifs de haut niveau et d'athlètes sur cette partie-là, mais on propose aussi le service nutrition pour toute personne qui serait intéressée pour un accompagnement, quel que soit son niveau ou ses objectifs. Ok, eh ben, écoute, super. On voit qu'on est entre de bonnes mains. Tu connais bien les athlètes, tu connais bien le haut niveau. Moi, la première chose que je voulais te demander, c'était un petit peu sur la lecture des étiquettes. On voit que de plus en plus, l'industrie alimentaire essaye de nous envoyer des signaux, des fois positifs, des fois négatifs. On se laisse facilement berner. Comment est-ce qu'on lit correctement une étiquette sur un produit? Alors effectivement, c'est une question qui est hyper intéressante parce qu'à l'heure actuelle, on a tendance à s'arrêter un peu au packaging du produit et à pas regarder, entre guillemets «l'envers du décor» et tout ce qui se passe sur l'étiquette. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la liste des ingrédients, au plus courte elle est, au mieux c'est. Après, il faut être soucieux de regarder un peu le nom des ingrédients, faire en sorte que ce soit pas trop complexe, qu'il y ait pas de choses trop transformées, qu'on reste quand même sur des choses, le plus naturel possible et surtout de garder en tête que les ingrédients sont classés par ordre décroissant. Donc si mon premier ingrédient, c'est, du glucose, du fructose, tout ce qui est en hausse, c'est des glucides, dextrose, saccharose et cetera, ça implique que le produit se compose majoritairement de sucre. Donc important de garder en tête cette notion, voilà, vraiment de décroissance, faire en sorte de se tourner vers des produits, comme je le disais, le plus brut, moins transformé et le plus clean possible. C'est vrai que chez NutriPure, on a un cahier des charges qui est très strict, notamment sur notre gamme, food, où on va retrouver donc, un label bio sur tous nos produits. On sera sans gluten pour éviter tout risque, digestif ou inflammation qui pourrait être, associée pour les sensibilités de chacun. Donc après voilà, d'être vraiment attentif sur cette lecture-là et de prendre en compte, différentes allégations qu'on pourrait avoir. Je pense notamment, le sans sucre et cetera, d'écrier un petit peu d'arriver à s'y retrouver dans toutes ces allégations-là. Ouais. Bah, écoute, ouais, je vous remercie pour ça, parce que c'est vrai que vos étiquettes sont lisibles, déjà. C'est pas écrit en minuscules. On sent que voilà, c'est transparent et que c'est écrit à la même taille que tout le reste. Donc, on voit qu'il y a en tout cas un désir de ne pas prendre les consommateurs, de pas les piéger. Il n'y a pas de E aussi. Est-ce que les E, c'est un peu à bannir? Faut faire un petit peu attention dès qu'on voit des lettres avec des chiffres, c'est pas très rassurant. Oui, tout ce qui va être, édulcorant, additif, nous, c'est vrai qu'on a notre cahier des charges, voilà, comme je le disais, qui est strict, donc on n'aura pas de nanoparticules, pas d'ajouts qui seraient nocifs pour le consommateur et on est vraiment soucieux d'apporter la meilleure qualité de produit en sélectionnant nous-mêmes nos matières premières que l'on fournit à nos façonniers, pour veiller à ce qu'il y ait une traçabilité et être vraiment le plus transparent dans chacun de nos produits. OK. Donc on le voit, donc ils sont classés par ordre de présence.
plus les noms sont complexes et plus peut-être il faut avoir tendance un peu à faire attention. Après, les noms de vitamines sont parfois pas très digestes, mais c'est la forme, voilà, faut l'avoir en tête sur les compléments. Voilà, il y aura des choses qui sortent un peu de l'ordinaire d'un granola, bien entendu, mais voilà, oui, effectivement, faut. OK, tu fais bien de le rappeler. On voit aussi beaucoup, de mentions sur les étiquettes, il y en a 2 qu'on voit plus particulièrement. La première, c'est, le sans sucre ajouté et le deuxième, c'est, 0 de masse grasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut malgré tout être vigilant? Alors effectivement, c'est des allégations qui, d'un point de vue marketing, vont être, vendeuses et ça va être hyper intéressant pour le consommateur qui parfois va se rattacher uniquement à cette phrase-là. Mais comme je le disais, c'est important de se renseigner sur la suite des ingrédients et surtout la composition nutritionnelle avec le fameux, les fameuses VN, les valeurs nutritionnelles que l'on retrouve dans un tableau. Alors sans sucre ajouté, c'est, simplement le fait que les glucides sont présents naturellement dans le produit, mais il y a pas, par exemple, une compote que l'on va retrouver dans le commerce, on n'aura pas ajouté de sucre, supplémentaire. Par contre, dans la ligne des valeurs nutritionnelles, il y aura des glucides puisque naturellement dans le fruit, on en retrouve. À distinguer du sans sucre tout court, Mmh. où là, il y a une absence quasi totale de sucre. Ça veut dire que par portion pour les 100 grammes, on sera à moins de 0,5 grammes de sucre. Par contre, ça ne précise pas la présence ou non d'édulcorants et c'est là où il faut être vigilant Mmh. puisque l'édulcorant, donc il y a un goût sucré et à noter que notre cerveau ne fait pas nécessairement le distinguo entre, le vrai sucre du faux sucre. Donc il y a quand même des réactions physiologiques qui sont déclenchées, notamment la sécrétion d'insuline qui va avoir pour but de réduire la glycémie et retrouver cette fameuse valeur de référence. Donc en réalité, si on n'a pas réellement consommé des glucides, il y a un risque d'hypoglycémie réactionnelle dans ce cas-là et à long terme, il peut y avoir quand même des impacts sur le microbiote et cetera. Donc faut pas abuser des édulcorants. Ça peut être intéressant des alternatives dans certains cas, mais ne pas en abuser, c'est important. Ouais, ouais, puis on voit qu'il y a quand même eu, quelques dérives avec certains édulcorants qui étaient, finalement très nocifs Complètement. et ça met, parfois un petit peu de temps avant de se faire, décréter par, l'OMS et avant de mettre un petit peu les warnings. Qu'est-ce qu'il en est, du coup du 0 de masse grasse? Est-ce que, pareil, c'est la même chose, c'est compensé avec, d'autres additifs par exemple? J'en sais rien. Oui, alors du coup, pour, préciser et définir ce qu'est le 0 de matière grasse, c'est comme le 0 sucre. On est à moins de 0,5 g de lipides pour les 100 grammes de produits. Donc effectivement, sur le papier, ça paraît beau et intéressant. Par contre, ce que font généralement les industries pour garder, en fait, le goût, la texture, il va y avoir des ajouts notamment de sucre ou d'additifs, ce qui fait que parfois, en fait, l'apport calorique peut être équivalent à un produit qui contiendra de la matière grasse. Donc d'être quand Mmh. même, voilà, vigilant sur cette partie-là et de ne pas diaboliser les graisses qui, malgré tout, interviennent dans les synthèses hormonales, sont importantes, de choisir les bonnes graisses pour le coup, d'être sur des apports de qualité, mais voilà, de pas rentrer dans une tendance de 0 de matière grasse parce que notre corps en a besoin. Mmh. C'est une source d'énergie aussi pour l'endurance, la longue distance, mais juste de se tourner vers les bons choix et les bons produits. Et puis notre cerveau est essentiellement fait de matière grasse et d'eau, donc effectivement, plus d'apport en matière grasse, on voit en tout cas, il y a des expériences sur des souris sans lipides et qui ont montré qu'effectivement, c'était les capacités neuronales et cognitives qui étaient touchées, donc attention pour cela. Hem, une grosse tendance dont j'ai entendu parler et avec certains athlètes, avec, certaines auditrices et auditeurs d'Extraterrien, c'était la chrononutrition. Qu'est-ce que c'est que la chrononutrition? Alors, la chrononutrition, donc ça a été, inventé par, le docteur Delabosse, Alain Delabosse, qui a donc mis en avant une méthode, en fait, où on apporte les apports alimentaires par rapport à notre rythme biologique pour, optimiser, en fait, à la fois la digestion, l'énergie et d'éventuels objectifs pondérales. Donc vraiment d'apporter, en fait, à l'organisme
ce dont il aurait besoin au moment où il en a besoin. Une question de timing, en fait, par rapport à notre rythme biologique. Typiquement, ce qu'il met en avant, c'est un petit déjeuner qui est plutôt protéiné et qui apporte également des lipides avec le fromage, les œufs, le jambon, et cetera. Parce que au réveil, on a un pic de cortisol qui est plus marqué, tout simplement pour, la mise en route de l'organisme et qui est associé généralement à une élévation de la glycémie. Donc si on vient rajouter dans son discours, en fait, c'est le fait de rajouter des glucides à une glycémie qui est déjà un peu élevée, forcément tenir l'énergie et tout simplement la satiété dans le temps, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, ça met en avant le risque de fringale, de grignotage. Le déjeuner, il le construit de manière assez simple, avec des glucides complexes, des IG plutôt bas, des protéines maigres, des légumes, et cetera. Et les glucides, pour le coup, il les apporte plutôt au goûter, donc à 16h, pour éviter d'avoir justement le coup de fatigue dans l'après-midi, puisqu'il y a pas de dessert, en fait, présent sur les repas dans cette technique-là qu'est la chrononutrition. Et le dîner, généralement, donc est très léger. Pour le coup, il y a très peu de glucides, notamment, on est plus sur des protéines, des légumes, c'est assez light sur cette technique-là. OK. J'entends que ça vient surtout d'intuition un petit peu par rapport à notre environnement, par rapport à la façon avec laquelle on a notre cycle circadien. Est-ce que dit la science, par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des tendances, des vérités qui ont été validées, en tout cas par des études? Alors, le fait d'avoir des apports protéinés, c'est intéressant. Le matin, la protéine, elle est rassasiante, elle favorise la satiété, ça permet donc de tenir, d'avoir une meilleure énergie dans le temps. Donc ça, c'est une bonne chose. Le tout, c'est de pas tomber dans un excès. C'est vrai que moi, j'ai connu en consultation, je pense notamment à un athlète, un ancien rugbyman pro. Lui, c'était un peu plus sur une diète cétogène, mais qui avait vraiment diabolisé la partie glucide de son alimentation. À noter que le corps, il a une mémoire, donc il était en difficulté parce que sur sa retraite sportive, il prenait du poids, crescendo, et c'est vrai que j'ai suivi aussi quelqu'un qui était dans une chrononutrition complètement, déséquilibrée au niveau des apports parce qu'il y avait un excès de protéines et de graisses qui était, vraiment déraisonné, et le bilan sanguin était catastrophique. Au niveau Mmh. des triglycérides, du cholestérol, c'était, enfin le matin, des portions de fromage astronomiques. Donc derrière, il y avait un impact sur sa santé, et il a mis du temps à lui, il avait vraiment diabolisé les glucides, c'était assez extrême. Donc moi, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Mmh. Effectivement, la stratégie du petit déjeuner protéiné, elle est intéressante. Les glucides à 16h, si ça suit un entraînement, bah, c'est pertinent peut-être de jouer sur des IG, pardon, donc des index glycémiques un peu plus élevés pour les assimiler plus rapidement et qu'ils soient disponibles au moment de la séance et de l'entraînement. Ça aussi, ça fait sens. Un dîner un peu plus léger, mais pourquoi pas intégrer quand même des glucides, surtout pour un sportif qui aura eu sa séance, pour optimiser sa récup, énergétique. Enfin, voilà, il y a du bon, du moins bon, et Mmh. je pense que on peut tester, l'expérimenter, mais sans tomber dans un extrême non plus. Ouais, OK, ouais. Donc à tester, avec modération, suivre un petit peu les grands principes, effectivement, plutôt une alimentation un peu, grasse et protéinée le matin, sans tomber dans l'excès. Ça me semble effectivement pertinent. On rappelle toujours, hein, ça fait, une vingtaine d'épisodes qu'on le dit, mais, c'est vrai que si on diabolise un aliment, bah, c'est au détriment de compensation avec d'autres, Ouais, et du coup, bah, le corps est intelligent, il compense. complètement. Et c'est pas forcément bon pour lui. Ce qu'il a besoin, c'est de s'adapter. Il y a peut-être des profils de gens avec qui ça marche mieux ou des profils de gens avec qui ça marche, moins bien. C'est quelque chose qui se dit là. Tu disais qu'il y avait des profils avec qui ça allait, toi tu l'observes un peu, tu vois, de certains types de profils ou certains types de sports avec qui ça peut mieux matcher? Beh, je pense les profils où il y a effectivement une sensibilité aux glucides qui est un peu plus, Mmh. importante et qui à terme peut induire en fait une résistance à l'insuline. Finalement, si on consomme beaucoup de glucides dans notre alimentation, le corps s'y habitue et sécrète toujours, cette insuline en réponse à l'apport en glucides pour retrouver la valeur de référence et la constante en fait, qui est la glycémie. Il va toujours chercher à revenir à cette base-là. Donc à terme, ça peut induire une forme de résistance à l'insuline. Donc c'est intéressant effectivement dans ce cas-là, de partir sur des choses un peu plus protéinées, d'arriver à manger du salé le matin. C'est pas donné à tout le monde, hein. Moi, je sais que j'en rencontre, ils me disent: «Non, le matin salé, c'est juste pas possible».
Bon, bah, Mmh. dans ce cas-là, on part sur des index glycémiques plus bas, des produits plus complets, pain complet, des flocons d'avoine ou des choses, voilà, plus brutes, moins transformées et qui ne s'assimilent pas, aussi vite qu'un bol de céréales à IG élevé, bien évidemment. Donc encore une fois, c'est du cas par cas. Après, est-ce que ça correspond à plus de sport qu'un autre? Il y a pas tant d'études scientifiques à ce sujet-là, si ce n'est le fait, oui, d'avoir des protéines le matin, ça a des bénéfices, sur le restant de la journée. Tout simplement parce qu'un sportif, il a des besoins en protéines qui sont également plus élevés. Mmh. Donc c'est pour arriver à les couvrir, il faut les fractionner en différentes prises alimentaires et le petit déjeuner en est une bonne opportunité. OK. Bon, bah, je retiens, il y a de l'intérêt, il y a des choses intéressantes, et à en tirer. C'est pas toujours validé effectivement exactement par la science et pas toujours adapté, bah, à une vie, très sportive et bien remplie où on a des faut plutôt se caler par rapport au rythme de l'entraînement, plutôt qu'un rythme, on va dire, cloisonné par rapport au cycle circadien, pardon. Je passe au jeûne intermittent, heu, très à la mode, on l'entend beaucoup. Je sais qu'effectivement, c'est un des grands sujets de Christophe Cario, qui est un des fondateurs de la marque, NutriPure. Il a écrit un livre sur le sujet, il le pratique lui. Que disent un peu les études autour du jeûne? Est-ce que, ça convient à tout le monde? Alors le jeûne intermittent, bon, il faut savoir il en existe différents types de jeûne intermittent. Le plus connu, c'est le fameux 16-8 où en fait on vient, jeûner sur une période de 16 heures et avoir les prises alimentaires sur une période de 8 heures. Par exemple, le midi 20 heures qui peut être, pratiqué. Généralement, les bénéfices qui sont mis en avant et c'est vrai que Christophe a écrit un très bon bouquin à ce sujet-là, ça va être la partie je parlais de la résistance à l'insuline, donc d'améliorer justement cette sensibilité à l'insuline, de prévenir tout ce qui peut être, diabète, notamment de type 2, quand on a en fait, à terme un épuisement, au niveau de l'insuline, des bénéfices aussi sur la partie cardiaque. Il y a plein de belles choses en fait avec le jeûne intermittent. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est effectivement que ça ne s'appliquera pas à toute la population, à tout le monde. Encore une fois, il y aura du cas par cas. Je pense notamment aux femmes qui arrivent à l'approche de la ménopause. On a des fois des problématiques de thyroïde qui peuvent apparaître. Le jeûne, ça représente un stress pour l'organisme. Faut pour le coup, ne pas accentuer cette période de stress qui, des fois, est déjà plus marquée pour certaines femmes ou autres. Donc de ne pas rentrer dans ce schéma à stresser trop l'organisme. Après, je suis d'avis d'être à l'écoute, encore une fois, des sensations alimentaires. Une personne qui a toujours pris un petit déjeuner le matin et qui se sent bien comme ça, bah, ça vaut le coup de peut-être d'adapter les quantités, la qualité, de jouer sur d'autres paramètres, mais on peut le tester, l'expérimenter et en tirer des leçons, mais voilà, c'est pas forcément applicable à tous, il faut le garder en tête. Ouais, exactement, ouais. Ouais, puis je pense des fois comme tu le disais, il y a plusieurs, types de jeûnes intermittents, certains qui sont plus stricts que d'autres. Le 16-8, il est quand même assez flexible, Oui, ça revient à sauter un repas, grosso modo. oui, oui. Hem, ce qui est bon, c'est à toi de me dire, mais a priori, elle n'est pas non plus, très dangereux, mais c'est vrai que c'est sur des si on le rend un peu plus drastique, là, on voit que ça peut avoir des effets, quoi. Oui, après l'erreur à ne pas commettre sur un jeûne intermittent, étant donné que, comme tu l'as dit, on saute un repas, faut pas oublier de rebasculer quand même ces calories non ingérées, par le biais d'une collation si on part sur du midi 20 heures. Le risque, c'est d'être en restriction calorique et d'avoir des apports vraiment insuffisants, de ne pas couvrir ses besoins en protéines, en Mmh. glucides ou en lipides. Donc ça, c'est une des grosses erreurs que je vois. Oui, on saute le petit-déj, mais on rebascule pas les différents apports caloriques qu'il y avait, sur cette prise alimentaire-là. Ouais. Donc faut, le garder en tête et bien structurer sa journée parce que sinon, à terme, on va avoir une fatigue qui peut s'accumuler si on n'a pas suffisamment d'apports et qu'on est être en déficit calorique, c'est une chose, mais être en restriction, c'en est une autre et ça peut entraîner des conséquences sur du long terme. OK. Et il y a d'autres bonnes pratiques pour, ceux qui veulent le faire et le faire «bien» entre guillemets, hormis justement effectivement de bien transvaser ses calories, notamment pour les gens qui ont une grosse pratique sportive? Oui, beh, tenir compte de l'entraînement effectivement pour adapter les prises alimentaires en conséquence. Typiquement, des fois, c'est le dîner qui est sauté dans le cadre du jeûne intermittent. Si la grosse séance, elle a eu lieu le soir,
Moi, je déconseille justement de sauter le repas de récupération pour optimiser Mmh. tous les paramètres, musculaires, énergétiques qui ont été sollicités pendant la séance. Donc les bonnes pratiques, oui, c'est de tenir compte de l'heure à laquelle on s'entraîne pour adapter les prises alimentaires en conséquence. Ouais, OK. Et je dirais même, pour aller un peu plus loin, si on s'entraîne, à jeun, bah, peut-être s'il y a des objectifs de performance en fonction de la durée de l'effort, d'intégrer des stratégies de peut-être boisson d'effort. Alors oui, on va rompre le jeûne pendant la séance, mais faire en sorte d'avoir la bonne énergie suffisante, ça, c'est des paramètres à prendre en considération. Est-ce Ouais. que je me sens bien pendant mon entraînement? Est-ce que je récupère bien? Voilà, comment je me sens, niveau énergie sur une échelle de 1 à 10, par exemple. Ouais, ouais. Bah, écoute, ça, je peux te faire un retour, personnel, pour, prendre très très rarement des petits déjeuners et de m'entraîner quand même souvent de bonne heure le matin et de faire de la haute intensité, notamment sur des entraînements type, Aerox ou course à pied. Tu vois? Une bonne séance de seuil, dès le matin. Elles sont, la transition est quand même très dure, faut le dire, hein, sur la très haute intensité quand on rentre dans, la zone 5, cardiaque notamment. Mmh, mmh mh. Ça devient très, très compliqué quand même, à jeun. On frôle, la crise d'hypo les premières fois, donc Ouais. faire attention à ça. En tout cas, moi, c'était mon vécu. Après, plus le temps passe, plus on s'y fait, on s'y habitue et maintenant je le retrouve notamment sur des compétitions où l'heure de passage peut être, 11 enfin, tu vois, un peu tard, genre, 11 heures midi. Ouais. Bah, là, prendre un petit déjeuner, l'instant de la compétition, j'ai l'impression de si je petit déjeune léger, j'ai l'impression de voler, quoi, comparé Ouais. à d'habitude. Donc ça, Ouais. je trouve qu'il y a un côté intéressant à l'entraînement à jeun, Mmh. en commençant bien sûr avec des basses intensités parce que sinon ça pique. Oui, complètement. D'ailleurs, tu vois, toi, dans les athlètes que tu accompagnes, c'est des stratégies qui, dans le haut niveau, commencent à les faire, enfin, qui leur donnent envie, qu'ils essayent de mettre en place? Honnêtement, c'est assez rare parce que les athlètes que j'accompagne, généralement, c'est des entraînements bi-quotidiens. Donc, il y a Mmh. un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Et il y Ah a des ouais. besoins énergétiques qui sont tellement élevés qu'ils peuvent pas se permettre de sauter un repas tout simplement. Mmh. Et au risque, bah, justement, que ça soit au détriment de leur performance, puisque l'organisme n'aura pas eu tous les macros et micronutriments suffisants pour répondre aux besoins de leur organisme. Donc c'est pas à l'heure actuelle, non, chez les athlètes de haut niveau, c'est peu pratiqué. À la rigueur, oui, en post on en a parlé, mais en post-fête ou s'il y a eu des excès ou quelques écarts pour, être à nouveau aligné avec les sensations alimentaires, ça peut arriver qu'il y ait un petit déjeuner qui soit, mis de côté. Mais sinon, ils ont une telle demande énergétique Mmh. qu'ils se doivent d'être au maximum de leur potentiel, sur l'entraînement, qu'il soit le matin ou l'après-midi. OK. Est-ce que ça peut s'accompagner d'une prise de compléments ou au contraire, quand on va prendre des compléments, il faudra peut-être plutôt les prendre durant les périodes durant lesquelles on s'alimente? Beh, en fonction du type de complément, oui, il y a un risque de rompre Mmh. le jeûne. OK. Donc vaut mieux l'intégrer pendant les prises alimentaires puisque certains compléments sont mieux assimilés dans le cadre d'un repas. À contrario, d'autres, on va les placer plutôt à distance, le fer, le zinc notamment, qui peuvent rentrer en compétition avec d'autres micronutriments tels que le calcium, ou encore la théine, caféine, qui contiennent du coup des polyphénols qui peuvent, limiter un petit peu l'absorption. Donc voilà, c'est du cas par cas en fonction du type de complément, mais effectivement, plutôt, attendre la fin de période de jeûne pour, bien faire les choses. OK. Bah, écoute, merci pour ce tour sur le jeûne intermittent. Ça m'intéresse. Ce que je comprends, c'est effectivement sur du bi-quotidien, ça va être très compliqué. Si on s'entraîne, effectivement 1 heure et demie par jour, ça reste intégrable, mais il faut bien composer avec son entraînement et attention à certains profils qui peuvent être, un petit peu plus à risque. J'aimerais parler aussi du collagène. Je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est un petit peu la jungle, qu'on entend tout et son contraire. La première chose, c'est déjà, est-ce qu'il existe plusieurs types de collagène? Est-ce qu'ils se valent tous? Alors effectivement, il existe beaucoup de types de collagène, on en compte à peu près 28, mais les plus connus, ça va être le collagène de type 1 qui représente, 90 de notre collagène, qu'on retrouve plutôt au niveau de la peau, de la z des os pardon, des tendons. C'est celui qui est le plus présent et qu'on propose chez NutriPure à la fois dans notre collagène bovin et notre collagène marin. Ensuite, on a le collagène de type 2 qui est plutôt présent dans le cartilage et collagène de type 3 plutôt au niveau musculaire, les artères, les vaisseaux sanguins et cetera. Donc ça, c'est les collagènes
les plus connus et effectivement, ça compose c'est la protéine la plus abondante du corps. Ça représente à peu près un tiers de nos protéines, structurelles, pour donner un ordre d'idée. D'accord, OK, donc ouais, c'est effectivement, on en a beaucoup. Est-ce que, en complément, ils se valent tous? Est-ce qu'ils sont tous aussi bien assimilables, et aussi bien utilisés par l'organisme? Alors, il faut être vigilant sur, la biodisponibilité du produit. Pour ça, on va s'intéresser au poids moléculaire du collagène, pour donner un ordre d'idée. Donc, chez NutriPure, que ce soit sur le peptide de collagène bovin ou marin, on est à 2000 Dalton, ce qui permet en fait vraiment d'avoir des peptides en fait qui sont directement assimilables par l'organisme. Le collagène en tant que tel, c'est une protéine qui ne sera pas utilisable, pas assimilable par nos intestins. C'est la raison pour laquelle on vient les «prédigérer» entre guillemets sous forme de peptides pour en tirer au maximum de bénéfices. OK, OK, très clair. Du coup, pour les athlètes, plutôt recommandé effectivement sous forme de peptides. OK. C'est ça. Et le collagène marin, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est marin? Parce que ça provient tout simplement de la peau et des écailles des poissons. En fait, c'est OK. l'origine, du produit et qui est issu des poissons. OK, très clair. Moi, j'ai beaucoup entendu parler effectivement du collagène qui a été, quand même assez vite popularisé dans le monde de la musculation, aussi du crossfit. Parce qu'effectivement, les articulations sont mises à mal. Je commence à l'entendre dans le monde de la course à pied, dans le monde du trail. Est-ce que c'est une tendance que tu constates aussi? Oui, je pense que déjà, il y a la volonté de beaucoup de sportifs et notamment de runners à prendre soin de leurs articulations, à être dans la prévention des blessures et à réduire les douleurs du plus possible si elles sont présentes ou voilà, déjà installées, s'il y a eu des antécédents de tendinopathie notamment. Donc je le vois et je l'entends, c'est une pratique qui devient, de plus en plus présente dans le monde du trail ou du running et qui est hyper intéressante, notamment sur l'aspect tendon avec le collagène de type 1. D'autant plus s'il y a des douleurs qui sont présentes, il y a un réel bénéfice associé. Donc c'est une pratique, oui, qui est facilement applicable et mise en place en parallèle de l'arthro-pure qui va être plus orientée sur la partie cartilage. Donc Mmh. ça peut être intéressant effectivement s'il y a des problématiques d'arthrose notamment. La curcumine qui est également très en vogue puisque c'est le principe actif du curcuma, donc c'est l'anti-inflammatoire naturel qui va aider, bah, pour toutes les petites douleurs, tensions qu'on pourrait avoir, avec une pratique sportive, assez intense et régulière. Donc ça, c'est des bons réflexes qui peuvent effectivement aider, à la fois dans la prévention des blessures, mais aussi dans l'optimisation de la récupération. OK, super intéressant. J'entends des détracteurs qui disent que, notamment pour le collagène, ça revient très souvent, que, une fois qu'il est digéré, en fait, les chaînes d'acides aminés, elles sont cassées et que du coup, consommer du collagène, finalement, c'est pas, intéressant parce que les chaînes, elles sont cassées et que l'organisme, il le reconstruit et que ça a peu d'intérêt, tu vois? Qu'est-ce que nous dit la science par rapport à ça? Comment on répond justement à ces détracteurs? La science, elle montre quand même des bénéfices sur le collagène. À date, on a beaucoup d'études qui mettent en avant que oui, le collagène permet de réduire les douleurs, articulaires, tendineuses, qu'on a une meilleure, récupération et cetera. La difficulté des études, ce qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est le fait d'isoler le collagène. On a souvent un protocole qui associe le collagène avec des exercices, de mobilité, d'articulation, de kiné et cetera. On n'a pas la main sur le régime alimentaire de la personne, donc on a du mal à prendre en Mmh. considération le collagène seul. On voit qu'il y a des bénéfices, qu'il y a un intérêt et que ça apporte vraiment un mieux-être. Par contre, notamment, je pense à une étude où on avait vu des améliorations de réduction de douleur au niveau du genou qui étaient déjà présentes. Donc ça a été attribué au collagène qui a apporté un bénéfice à tous les participants. Mais les biais qu'on peut rencontrer, c'est le fait qu'on n'avait pas la main sur le régime alimentaire de la personne. Mmh. Donc c'est la seule chose sur lesquelles, à date, c'est encore de toute façon, la science, elle évolue en permanence et c'est des choses qui sont, mis en place encore actuellement. Le fait d'isoler un produit seul, c'est parfois la difficulté qu'on peut rencontrer, mais en tout cas, il y a des bénéfices. Le collagène, il faut le voir vraiment dans une approche globale. Encore une fois, on ne prétend pas vendre un produit miracle ou une pilule magique. C'est vraiment une aide qui, en parallèle des fondations santé que met en avant, Christophe, le fait de bien manger, bien dormir, bien s'hydrater et cetera. Si on optimise tous les paramètres, oui, ça a du sens, mais il faut déjà, voilà, que la base, elle soit solide, en amont. OK. Bon, en tout cas, moi, je vois beaucoup, d'athlètes de haut niveau qui en consomment. Ça devient très populaire, Oui. pour eux et c'est,
même pas forcément passé un certain âge, mais en tout cas, on voit que ça fait partie De la routine, de la routine et des compléments favoris des sportifs. Je voulais aussi te parler, peut-être rapidement de la créatine. Je pense qu'on va faire un épisode aussi, sur le sujet. Avec, l'équipe Extraterrien, quand j'ai parlé de la créatine, on m'a dit: «Ouh là là, attention, c'est pas un produit dopant». Pendant longtemps, il y a eu une confusion, sur le fait que la créatine était un produit dopant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, alors ça remonte aux années 90-2000 où en fait on a eu beaucoup d'études, où on retrouvait effectivement les stéroïdes, donc comme produits dopants, associés à la créatine, d'où la confusion et le raccourci en fait de pointer du doigt la créatine comme étant un produit dopant, chose qui n'a jamais été, le cas, en tout cas par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, n'a jamais signalé la créatine comme étant un produit dopant. Il y a eu des vigilances sur les personnes qui avaient des sensibilités rénales. Mais pour le sujet sain, il n'y a eu aucun effet secondaire associé ou aucune problématique de santé qui pourrait classer la créatine comme étant un produit dopant. Mmh. À noter aussi qu'on en consomme dans notre alimentation au quotidien, dans la viande, dans le poisson notamment, on en retrouve, et notre corps est en capacité d'en produire lui-même aussi. Il y a une synthèse endogène. Donc pour Mmh. rassurer les gens, il y en a dans nos assiettes et dans notre organisme. OK, donc oui, il y en a déjà. J'ai vu que ça avait été intégré, dans les protocoles, post-commotion cérébrale, notamment dans le rugby, dans les sports de combat, parce que la créatine justement avait aussi un effet, de protéger nos neurones, voilà, dans les neurotransmetteurs et les connexions, interneuronales. On voit aussi il y a eu plusieurs études qui ont montré aussi, l'impact sur, la récupération musculaire et sur la reconstruction musculaire. Il y a eu d'ailleurs c'est très populaire parmi les bodybuilders. Est-ce qu'il y a des intérêts et des études, peut-être autour des sports d'endurance? Alors les sports d'endurance, sur du long terme, c'est pas forcément le premier complément vers lequel on va orienter parce que la créatine, par définition, c'est un substrat énergétique que le corps utilise pour les filières énergétiques courtes et intenses. Donc Mmh. pour les sprints, pour gagner en fait en explosivité, en puissance, en force, même quand on cherche à se développer sur la masse musculaire. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le complément, comme je le disais, vers lequel on oriente pour la longue distance. Par contre, il y a des bénéfices, comme tu l'as dit, oui, sur la partie, commotion, en fait, ça demande c'est un tel impact, un tel besoin en énergie pour le corps pour arriver à Mmh. remettre un peu tout en place que la créatine qui va vraiment aider sur cette lignée-là. Donc en soi, sur l'endurance, il y aura d'autres bénéfices, avec d'autres compléments. Je sais qu'on va avoir un épisode à ce sujet-là, Mmh. où on aura plutôt des stratégies en interne. Les articulations, on va être à la limite, j'orienterai plus sur un collagène pour Bien sûr. la longue distance et l'endurance qui va être plus à risque au niveau articulaire que sur vraiment cette filière énergétique qui est très spécifique aux efforts de haute intensité. OK. Bon, bah, écoute, très clair. C'est vrai que là, que la créatine très à la mode aux États-Unis, je sais même dans les EHPAD aussi, je crois qu'ils en donnent aux personnes âgées pour, justement tous les bienfaits cognitifs que ça peut avoir. Je sais qu'il y a en ce moment des études qui sont faites sur la mémoire, sur des tests avec des tests de QI, donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la créatine. Ça a été intégré, comme je disais, par les protocoles médicaux, hein. Là, on parle de Ah oui, oui. vraiment dans les CHU, dans les, centres de récupération, justement pour les athlètes en commotion cérébrale et qui ont eu des dégâts au niveau du cerveau. Je voulais terminer cet épisode avec une question qui avait été posée, par Philippe, qui me parlait du Nutri-Score. Effectivement, on le voit depuis quelques années maintenant, devant les produits, sur nos étiquettes. Qui l'a inventé? D'où ça vient? C'est une initiative, de l'État? Alors ça a été développé en 2017, OK. même date de création que NutriPure, par des chercheurs, français. Et c'est un système en fait de notation qui permet, de mettre en avant les qualités, les bénéfices produits, en attribuant en fait une note allant de A, comme une note considérée comme bonne, à E pour les «mauvaises notes» entre guillemets. OK, d'accord, donc c'est une classification. Ouais. Comment est-ce que c'est calculé? En fait, on vient mesurer la proportion d'éléments qui vont être bénéfiques, donc notamment les fibres qui ont tout un bénéfice, sur la partie microbiote intestinale, l'aspect rassasiant, satiétogène aussi, la quantité de protéines, les vitamines, les minéraux. Donc on vient mesurer les éléments, comme je le disais, considérés bénéfiques.
rapporté à tout ce qui sera plutôt délétère, donc la partie graisse saturée, tout ce qui est, sel en excès, les mauvaises graisses, le sodium, ça c'est les choses qui vont faire perdre des points Mmh. au Nutri-Score. Après, faut relativiser un petit peu le Nutri-Score et ne pas voir que par cette Mmh. notation-là. Comme je le disais et on en a parlé au début, mais s'intéresser vraiment à la lecture des étiquettes, puisque le Nutri-Score, il est propre à chaque, en fait, c'est des familles d'aliments qui sont déjà déterminées. Donc finalement, on peut avoir dans la classification des pâtes à tartiner, un Nutri-Score A, mais derrière, pas forcément un produit de haute qualité, à consommer en quantité abusive. Ah, parce que c'est rapatrié à sa famille d'aliments, c'est ça? C'est ça. Donc en Ouais, fait, dans d'accord. chaque famille, on va avoir des A, des B, des C et cetera. Toutes les D'accord. notes, mais il faut arriver à le relativiser un peu parce Mmh. que ça reste des aliments, on ne va pas se nourrir que de A, sinon, bah, voilà, c'est OK. D'accord, donc c'est une note qui est mise par rapport à sa famille d'aliments, donc ça donne une idée ouais, effectivement, ouais, comme tu l'as complètement. dit, sur une pâte à tartiner, on voit, quelle est la note par rapport aux autres pâtes à tartiner, en fait. OK. C'est fiable, du coup, pour un sportif, vraiment, faut mieux regarder un peu par soi-même et peut-être éviter d'aller vers des aliments transformés quand même? Bah, en fait, le «reproche» entre guillemets qu'on peut faire au Nutri-Score, c'est que ça ne prend pas en considération les besoins du sportif qui sont assez spécifiques. Mmh. Donc faut être assez prudent sur ce système de notation, qui finalement, peut aider le grand consommateur à y voir un peu plus clair entre les différentes familles. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à retourner le produit et à regarder en fait, l'envers du décor avec la liste des ingrédients, la classification et voir le 1er ingrédient qui va être le majoritaire Mmh. du coup dans le produit, les fameuses valeurs nutritionnelles, de regarder à la fois les graisses saturées, les sucres, qui sont ajoutés, la quantité de sel et cetera. Donc d'avoir un œil plus attentif sur le revers du produit. OK. Ouais, ouais, effectivement, j'ai l'impression que il y a un petit côté aussi, marketing, pour permettre de justifier des produits, transformés qui ont un très bon Nutri-Score et du coup, les Oui, faire passer pour des bons produits, alors qu'effectivement ce type de produit n'est pas forcément le plus recommandé. rien ne vaut le fait maison et les produits effectivement les plus bruts et moins transformés possible. Eh ben, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour, pour effectivement, y voir un peu du vrai, du faux dans, les tendances qu'on voit actuellement, le plus sur, la nutrition sportive. On a bien balayé, encore une fois ouais, Pardon, je te coupe, mais je suis en train de penser au marché un peu les régimes assez tendance. On a aussi l'hyperprotéiné qui a ah été ouais? très en vogue et notamment le régime Dukan à l'époque où, le but c'est voilà vraiment de charger en protéines puisque très rassasiante et satiétogène. Par contre, il y a eu des études qui ont été menées où, on remarque en fait que toutes les personnes qui ont pratiqué le régime Dukan, la protéine elle est tellement acidifiante en excès que Ouais. l'organisme s'adapte et déminéralise au niveau osseux pour contrecarrer cette acidité. Et on note en fait à l'heure actuelle beaucoup de cas d'ostéoporose, donc des fragilités osseuses, des risques de fractures plus importants du fait d'une surconsommation de protéines. Donc d'être vigilant aussi sur ce marché de l'hyperprotéiné qui est en vogue. C'est hyper important effectivement d'avoir les bons apports en protéines au bon moment, mais en quantité adaptée. Et ça, c'est individuel aussi. Écoute, tu as bien fait de me couper, Voilà. parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler de ce régime et moi je le connais très peu parce qu'effectivement à titre, personnel, je me doute que c'est pas hyper recommandé et effectivement les études long terme, bah, apparemment montrent qu'effectivement c'est assez délétère donc faites très attention à ça. Effectivement encore on l'a rappelé plusieurs fois, mais tout est une notion d'équilibre, tout est une notion de respecter, un peu ce que la nature nous offre aussi, donc privilégier un aliment et diaboliser les autres, c'est souvent rentrer dans une phase de compensation qui est pas enfin, qui peut être dangereuse pour l'organisme. Mais écoute, merci beaucoup Marie, Merci à toi. pour ce super épisode. Si jamais vous avez envie de consulter, que ce soit les produits NutriPure, mais aussi leur blog, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je recommande très fortement leur blog. Moi, j'y passe pas mal de temps. Il y a beaucoup de très bonnes informations avec des longs articles qui sont vraiment de qualité. Allez, ils sont tout aussi détaillés que les épisodes qu'on fait là ensemble. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. On va parler de nutrition sportive. Si d'ici là, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser de 3 façons. Soit sur YouTube si vous écoutez les podcasts en vidéo. Sinon sur Spotify aussi maintenant, vous pouvez poser des questions, mettre un commentaire sur les épisodes. Donc si vous nous laissez des commentaires, on les lira avec grand plaisir. Et enfin, sinon sur Instagram, soit sur le compte de NutriPure, soit sur le compte Extraterrien. On adore lire vos messages. Donc si vous avez vraiment des cas particuliers, si vous avez envie qu'on
qu'on étudie un petit peu plus en détail votre profil, on fera avec plaisir dans les épisodes, donc n'hésitez pas à nous le remonter. Voilà, merci beaucoup Marie. Merci à toi. Salut. À plus.